Bonjour à tous, bienvenue pour ces nouveaux échanges du dimanche. Dimanche matin, toujours, un petit peu tôt. Donc, je vais vous laisser vous connecter tranquillement en buvant mon café. J'espère que vous êtes équipés vous aussi. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème donc, qui est très central sur le projet Improviser votre vie, c'est-à-dire l'improvisation. Et donc, j'ai choisi pour débuter sur ce sujet. Enfin, on ne débute pas vraiment, hein, ça fait un petit moment. Je vais peut-être reculer. Voilà. On trouve un peu en gros plan. Ah, c'est peut-être un peu mieux. Donc, du coup, c'est un thème qu'on a déjà traité, hein, plus ou moins, sur les articles, sur divers lives passés, on va dire. Et je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises d'un livre que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai un petit peu débuté. En fait, c'est, si vous voulez, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'improvisation artistique et surtout à vouloir l'enseigner, en fait, à vouloir en discuter, à vouloir échanger dessus, ben, je me suis rendu compte que ce qu'on apprend en cours, c'est bien, mais c'est très compliqué de le diffuser, surtout derrière une caméra, derrière un écran. Vous savez que généralement, les exercices d'improvisation, on le fait en direct, on le fait en physique avec les gens, et c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut plus interagir avec eux. Désolée, on est dimanche matin, donc vous m'excuserez ma prononciation et mes bugs linguistiques. Du coup, dans les premiers livres que j'ai cherchés sur l'improvisation, j'ai trouvé donc ce petit livre qui s'appelle Improviser, donc les 7 réflexes de ceux qui s'en sortent toujours. Et c'est un bouquin de Séverine Denis. Donc, je vous ai mis le lien en description. Et donc, du coup, ce bouquin, il est très intéressant parce que il a exactement la même, la même ligne de conduite du projet Improviser votre vie. Et j'aime beaucoup du coup ce que fait Séverine Denis, parce que Séverine Denis, donc, alors si je ne dis pas de bêtises, elle est professeure de théâtre. Attendez, je vous dis ça de suite, il doit y avoir son. C'est ça, elle est comédienne, improvisatrice professionnelle. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que, bon, elle donne des cours de théâtre conventionnels, on va dire, donc avec des élèves qui veulent apprendre le théâtre et qui sont là pour ça. Mais elle fait aussi des échanges, elle fait aussi comment je peux dire, des apparitions dans des groupes de secteurs qui ont a priori pas grand-chose à voir avec l'improvisation, c'est-à-dire la vente, le marketing, le management, enfin tout ce qui va être, enfin les personnes qui bossent pour la bourse, tout ça. Enfin voilà, elle bosse avec énormément d'élèves qui sont dans des grandes écoles. Et elle bosse dans dans des grosses sociétés, grosses structures, qui l'embauchent pour développer en fait les réflexes de leurs salariés, de leurs employés. Et c'est vrai que je me retrouve beaucoup du coup là-dedans, puisque moi, bah, étant opticienne, je me rends compte tous les jours un peu plus à quel point bah, la vente, c'est du théâtre, et à quel point improviser, ne serait-ce que dans nos relations avec les autres et dans nos échanges au quotidien avec les autres, c'est d'une importance assez phénoménale. Du coup, je voulais pas forcément lire un extrait axé sur l'improvisation aujourd'hui. Je voulais plutôt voilà, vous lire, on va dire, quelque chose qui va rassembler en fait l'improvisation. Et du coup, je vais vous lire un extrait en fait, donc de Séverine Denis, où elle explique en fait ce qu'est l'improvisation d'un point de vue technique et d'un point de vue de définition en fait, et comment en fait, pourquoi est-ce que c'est important déjà dans le quotidien, et comment l'appliquer, comment le mettre en place. Donc, du coup, aujourd'hui, je voulais vous échanger je voulais échanger avec vous sur la base en fait de l'improvisation, cette définition en fait pour Séverine Denis, que je trouve vraiment très intéressante.
Alors, donc je vous passe voilà, une grosse partie, je vous passe tout le prologue en fait. On va attaquer directement, on va dire sur le chapitre où elle rentre dans le vif du sujet. Alors, mener sa vie ou être mené par elle. Alors, je vais reprendre du café d'abord. L'extrait est assez long. Je ne sais pas pour vous, le dimanche matin, c'est relâche. C'est plus compliqué à démarrer avec les autres jours de la semaine. Alors, mener sa vie ou être mené par elle. Comment se fait-il que l'homme de la postmodernité, plongé de surcroît dans une crise mondiale du sens, de l'économie et de l'environnement, se sente comme un coureur qui aurait perdu son ombre et qui court après? Il y a quelque chose de freudien dans ce comportement, car cet humain-là semble négocier en permanence son destin propre avec celui que la tension extérieure lui impose. Il sait que le risque est grand de chuter tout au long de sa course, mais il ne s'arrête pratiquement jamais. On peut soutenir le fait que les multiples fractures d'un monde ancien au profit, c'est le cas de le dire, d'un monde nouveau, global, où la surveillance devient planétaire, qui fait de l'exigence de résultats une religion et de la santé une obligation rentable, suffisent à expliquer la difficulté de chacun à mener sa vie comme il l'entend. Donc, très vaguement, donc elle peint la société actuelle, la société moderne. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais il suffit d'allumer les infos pour s'en rendre assez vite compte. Pourtant, je ne sais pas comment j'ai roulé ce R, pourtant, il n'est pas si simple d'échapper à cette pression. S'il est exact que le monde extérieur produit une pression énorme sur notre vie quotidienne, un aspect semble nous avoir grandement échappé. Je veux parler de notre monde intérieur. Sans tomber dans les questions existentielles, il est impératif que l'homme du XXIe siècle se ressaisisse afin de cesser d'être tiré constamment par la diversion continue opérée par notre société du spectacle permanent. Car tout est spectacle. Mise en scène, histoire, storytelling, récit orienté. Au milieu de ce fatras de modernitude bruyante, l'homme, suréquipé d'appendices techniques de tout ordre, cherche son or. Mais il se trompe de direction, car il cherche trop souvent les solutions à l'extérieur de lui-même. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, au cours d'une démonstration d'improvisation pour des jeunes ingénieurs d'une très grande multinationale, j'entendis un jeune et brillant ingénieur me demander, lui, « Où places-tu le succès dans ton projet de vie ?» Moi, stupéfaite, « Comment ça, où je place le succès ?» Lui, « Ben oui, pour obtenir un succès, on procède bien par étapes. » Moi, « Mais qu'entends-tu par succès ?» Lui, « Ben, c'est chercher à améliorer sa vie, son confort, son boulot. » Un autre participant venant en renfort de son collègue, « Oui, une vie successful, quoi. » Ce petit extrait de conversation est authentique et date de l'automne 2011, alors qu'un collègue et moi-même allions jouer un spectacle d'improvisation dans le cadre d'un séminaire où les jeunes futurs cadres expérimentaient le management coopératif. La suite de notre conversation fut passionnante, car il ne fut pas trop difficile de démontrer à ces jeunes gens que la notion de succès, comme celle du bonheur, n'est pas un objectif, tel qu'on le présente dans certains ouvrages de développement personnel. Si des objectifs sont évidemment nécessaires pour une entreprise qui fabrique et vend des choses, la vie humaine n'a rien à voir avec un plan d'action, ni avec des objectifs censés rendre un individu heureux. Si l'on ne réapprend pas à écouter sa petite voix intérieure, et si l'on pense que les événements nous arrivent exclusivement portés par un courant extérieur à sens unique, se dirigeant vers soi, on risque de vivre des déconvenues et des déceptions chroniques. Aussi curieux que cela puisse paraître à certains, l'élan part de soi d'abord, et sur le chemin, pour peu que nous soyons suffisamment conscients de nous-mêmes, un phénomène de sérendipité se manifeste à des moments cruciaux. Les animaux étant a priori des êtres de l'instant présent, puisque ne pensant pas le futur, disposent de capacités à percevoir leur environnement et leur monde en mode élargi.
De ce monde élargi, nous allons extraire les comportements les plus en résonance avec les ressources oubliées dont l'humain ne sait plus se servir. Avant d'échanger sur ça, je vous lis un petit récap sur la sérendipité. Donc la sérendipité, un hasard qui semble intelligent. Viendrait d'un conte perse dans lequel le personnage principal s'appellerait Serendip, serendipity en anglais. Ce terme, assez curieux dans sa prononciation, désigne un phénomène assez particulier, une sorte d'état d'esprit libre et ouvert à tout, croisement d'un certain hasard ou d'une intelligence non intellectuelle. La sérendipité permet de tomber par hasard sur une information utile ou intéressante, mais dont la recherche n'était pas du tout l'objectif initial. La dynamique constructrice de l'improvisation relève souvent de la sérendipité. C'est ce phénomène qui produit des histoires improvisées qui semblent comme écrites pour les spectateurs alors qu'elles ne le sont pas. Alors, avant de continuer, on va parler des points essentiels là, de cet extrait. Donc déjà, là, dans ce paragraphe, et juste dans ce paragraphe, on a toutes les bases du développement personnel. Voilà, du développement personnel au sens large. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel bouquin de développement personnel qui parle d'alimentation, qui parle de physique, qui parle de tout, voilà, qui parle de bien-être, qui parle de confiance en soi, voilà. Vous prenez n'importe quel bouquin de développement personnel, vous allez retrouver la même base que ce que vous avez dans cet extrait. Donc c'est en ça que je trouve que c'est vraiment un super condensé en fait de développement personnel, ce bouquin. Donc qu'est-ce qu'on trouve comme idée dans ce paragraphe? Premièrement, on vit dans un monde où tout va trop vite, un monde où on a beaucoup de pression, un monde où on est tous dans des petites cases et on veut aller que de l'avant, voilà, où on est à la fois frustré et angoissé et comment dire, blessé par ce qui s'est passé en arrière, qu'on n'arrive pas à oublier, et en plus de ça, on est tout le temps en train de courir en avant, ce qui crée des frustrations après du passé. Ça, on l'avait très bien vu du coup la semaine dernière avec le livre sur le pouvoir du moment présent. Donc, on est dans ce quotidien qui nous est plus ou moins imposé, un quotidien qui est structuré donc par l'économie, par la finance, voilà, et un monde où il faut qu'on aille toujours plus vite, toujours plus loin, où il faut se donner des objectifs pour tout, pour notre vie quotidienne, pour notre vie professionnelle, pour notre vie familiale, enfin voilà, on n'a pas le choix d'aller de l'avant et tout le temps d'avancer, même si on n'en a pas envie, et de toute façon, on va vers un avant qui nous est plus ou moins imposé, du moins qui nous est très largement suggéré, voilà, par des instances qui nous dépassent totalement. La finance, tout ça. Je ne peux pas parler de trucs trop perchés. Attendez, je coupe juste ça. Voilà. Donc, du coup, donc ça, c'était le premier point vraiment important. Le premier point important, c'est effectivement, on est plus ou moins prisonnier de nos vies. Et du coup, ça crée une frustration parce qu'on voit le temps défiler. On n'arrive pas, on ne peut pas retenir le temps de toute façon. On voit le temps défiler sans vivre ce qu'on veut vivre. Et donc, du coup, on court tout le temps après le futur en espérant vivre dans le futur ce qu'on aimerait vivre dans le moment présent. Voilà, ça c'est une idée qui est très importante dans le développement personnel. C'est que justement, dans le développement personnel, on apprend à utiliser l'instant présent, à vivre réellement l'instant présent et à ne pas attendre l'avenir, à ne pas attendre le futur pour pouvoir vivre cet instant présent et vivre ce qu'on souhaite vivre. Donc ça, c'était la base numéro 1. La base numéro 2. On est là-dedans, on en a conscience, on est plus ou moins obligé d'être là-dedans, mais ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas, comment dire,
une fois qu'on en a conscience, on peut se libérer de ça. On peut se libérer de ça grâce à plein de mécanismes qui sont trouvés donc, dans le développement personnel. Et ces mécanismes vont être effectivement de lâcher prise, d'essayer de ne pas intellectualiser. Je dis toujours, j'utilise beaucoup ce mot, grâce à mon prof de théâtre d'ailleurs. Ne pas intellectualiser, vivre l'instant présent et s'adapter du coup aux situations lorsqu'elles viennent à nous. Et j'ai beaucoup aimé en fait le petit comment dire, le petit échange qu'elle a avec les jeunes ingénieurs en fait, où justement lorsqu'on parle à des personnes qui sont souvent très jeunes en fait, voilà, aux personnes souvent qui sont jeunes, qui sortent des études, qui ont une vingtaine d'années. Je peux parler comme ça, maintenant je commence à être une vieille. J'ai bientôt 10 ans de plus et je me reconnais beaucoup, énormément en fait là-dedans. J'avais vraiment cet esprit-là en fait il y a 10 ans en arrière, donc du coup je me reconnais énormément dans ces échanges-là. Lorsqu'on parle avec des personnes qui sont jeunes, qui sont pas, je vais pas dire utopistes, mais qui sont encore dans un état d'esprit où ils sont portés par des études, ils sont très intellectualisés parce que ils lisent beaucoup, parce que les profs leur mettent plein d'idées géniales dans la tête, où on leur parle de leur avenir, où on leur dit qu'il faut qu'ils fassent des choix, qu'il faut qu'ils posent les bases de leur futur, voilà. Et en fait, c'est vrai que quand on parle avec eux, tout est une question d'objectif. Tout est perçu en fait comme un objectif pour l'avenir. Tout, voilà, toutes les bases. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. Moi, j'ai des jeunes collègues maintenant au boulot. Et c'est vrai que quand j'entends une de mes collègues qui me dit oui, alors moi, de toute façon, 25-26 ans, voilà, j'ai mon premier enfant, donc là maintenant j'avais mon copain, donc voilà, j'ai 23 ans, si j'ai pas dit, voilà, j'ai 23 ans, donc du coup, ça fait dans 2 ans, si on est toujours ensemble, ça me fait un bon timing, voilà, 2 ans ensemble, bon, c'est bien. Du coup, à 25 ans, j'aurai mon premier enfant, tout ça. Et c'est vrai que c'est exactement cet état d'esprit qu'on a tous à un moment ou à un autre. Et souvent, quand on est jeune, moi, c'est exactement ce que je me disais quand j'avais 22, 23 ans, comme elle, quoi. Et, et du coup, c'est vrai que cet esprit-là, je la retrouve tellement dans cet échange, en fait, avec ces jeunes, donc qui sont ingénieurs, qui ne sont pas la moitié d'un con, quoi, et qui sont complètement dans cet état-là de se dire bon, alors, ok, mais tu programmes comment ton bonheur futur? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par bonheur? 2 maisons, 3 voitures, voilà, ta vie avec ton mari, tes enfants, ton chien, explique-moi. Voilà, ça me fait vraiment, ça a vraiment sourire en fait. Mais j'avoue que c'est exactement ça. Quand elle dit, mais qu'entends-tu par succès? Non, comment on dit? Où places-tu le succès dans ton projet de vie? Enfin, ça, c'est beau, c'est quand même très, très beau. Mais c'est vrai que au final, on a cette image, cette idée que le bonheur, en fait, c'est une réalisation. C'est-à-dire que le bonheur, c'est quelque chose qui s'obtient euh, par, euh, par des luttes, par des revendications, par des choses. Et c'est vrai qu'on est toujours en train de courir en se disant, ah oui, mais si je fais ça, je vais être heureuse. Ah ouais, mais si j'achète ça, je vais être heureuse. Et ah, mais si je fais ça, je vais être heureuse. Et on est toujours en train de courir comme ça, à travers le succès, à travers le bonheur. Techniquement, voilà, si on cherche le succès, c'est que ça va nous apporter quelque chose. Et donc, la personne qui recherche le succès, c'est parce qu'elle recherche le bonheur. La recherche du bonheur, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est très propre à l'humain, en fait. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu, en fait, je pense, pour ça que l'humain, comment dire, j'ai peut-être une façon très péjorative de voir le monde, mais c'est vrai que techniquement, l'humain, il y a deux choses qui veulent le définir, c'est-à-dire que notre présence sur Terre, ça va être la procréation pour développer sa lignée et continuer à survivre même après sa mort, globalement, l'idée générale, et la recherche du bonheur qui va définir, on va dire, notre pourquoi sur notre vie sur Terre, justement.
Ouais, c'est très, enfin, c'est très, très, très résumé, mais le dimanche matin, la philosophie, tout ça. Mais voilà, voilà. Et en fait, quand j'écoute cet extrait, avec cet échange entre les ingénieurs, je vois exactement ça. Je vois tout à fait comment dire, cette scène du quotidien qu'on peut tous vivre, ou qu'on a tous vécu à un moment donné ou à un autre, et de se retrouver face à des plus jeunes que nous en général, qui ont les mêmes réflexions que ce qu'on aurait eu quelques années avant. Et on se dit, ah ouais, mais ouais, effectivement, j'ai évolué. Et du coup, pour finir avec ça, après on passe à, promis, après on passe à autre chose. Quand j'étais plus jeune, j'avais 5, 6, 10 ans de moins, j'étais ultra utopiste. D'ailleurs, ça, quand j'écoute mon petit frère, il me fait penser très largement à moi quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune, quoi. Et mon père, à chaque fois qu'on échangeait ensemble, il avait, je sais pas, ce petit sourire un peu, pas moqueur, mais petit sourire doux, enfin doux, tendre, mais comment dire? Avec du recul, je me rends compte à quel point bah, j'étais naïve et à quel point ça devait le faire mais marrer en fait tout ce que je lui racontais quoi. Et d'ailleurs, ça doit être le cas toujours maintenant, hein, puisque au plus on va évoluer, au plus on a une autre vision en fait sur le monde. Et, euh, et quand l'écoute, quand je vois cet extrait, j'ai l'impression vraiment d'écouter en fait une conversation qu'on aurait pu avoir, en tout cas mon père et moi, il y a des années en arrière. Et, euh, et ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Non, j'aime bien cet extrait. Je trouve que c'est vraiment un très 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 bon résumé de la vie en fait. C'est un très bon résumé du 21e siècle, de notre vie aujourd'hui, voilà, de cette utopie, de cette naïveté qu'on a, qui nous est un peu induit parce que on est déconnecté de la réalité. C'est vrai que le monde est à la fois plus dur et à la fois moins dur que ce qu'il était il y a 50 ans, quoi. Dans le sens où quand on est jeune aujourd'hui en France, on est au 21e siècle, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, hein, parce qu'après il y a des débats encore là-dessus, mais techniquement, on vit dans de bonnes conditions. Voilà, il faut vraiment être très très mal tombé pour avoir vraiment une vie. Après, c'est plus lié au personnel, on va dire, qu'au matériel. Mais matériellement, lorsqu'on est en France, ben, enfin voilà, c'est assez rare qu'on naisse sans un toit au-dessus de la tête. Et on avait parlé de la pyramide de Maslow, je crois. Enfin, en tout cas, je vous en avais parlé dans des articles. Je suis plus. Oui, je pense que je vous en avais parlé aussi dans des lives, mais l'année dernière. La pyramide de Maslow, c'est chaque étape, chaque palier en fait correspond à un besoin vital. Et techniquement, sur le principe, on n'est pas censé passer à l'étape au-dessus tant que la première marche n'est pas comblée. Et donc, je ne sais plus exactement ce qu'il y a, mais je crois que c'est un toit pour s'abriter. Non, d'abord, ça doit être la nourriture, donc pouvoir manger et boire. Après, avoir un toit sur la tête pour se protéger. Enfin, voilà, et c'est comme ça par strat. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a déjà tellement résolu en fait les premières étapes qu'on arrive directement à se battre pour les étapes du dessus. Et du coup, les premières étapes, on les, comment dire, pas on les abandonne, mais on les néglige complètement. Voilà, on néglige complètement l'alimentation, on néglige notre environnement, on néglige tout ça parce qu'on est déjà dans un noyau où on cherche à atteindre quelque chose de plus haut dans l'échelle de Maslow, donc la reconnaissance des autres, la réalisation de sa vie. Et d'ailleurs, pour réalisation de soi en 5 ans, je vous ai mis le lien pour ceux qui ont vu au niveau du groupe. Prochain live vendredi prochain. Et, euh, et du coup, je trouve que ce paragraphe-là, en fait, ce chapitre globalement, mais ce paragraphe-là, résume très bien cette idée, en fait, de se dire, bon, ben, nos besoins, en fait, de base, ils sont comblés. On les a pas comblés, nous. En fait, on est né, ces besoins-là étaient déjà comblés. On n'a pas réellement à s'en faire pour ça. Voilà. Si on ne demande pas des 110 000, les besoins primaires seront comblés.
Maintenant, il faut se rendre compte de la chance qu'on a et se rendre compte que c'est important quand même de comment dire, prendre conscience des premières marches avant d'essayer d'atteindre les prochaines. Ce qui n'est pas du tout le cas en fait actuellement. Et donc toujours pareil, tout ça, ça va rentrer en fait dans un engrenage de recherche du bonheur, de recherche d'aller toujours plus vite, toujours plus loin pour essayer d'être heureux. Voilà. Pour essayer de se réaliser, pour essayer d'être heureux. Et c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est pas en restant là-dedans, en restant dans cet engrenage, qu'on trouvera le bonheur ou qu'on trouvera la réalisation. Justement, c'est tout à fait l'inverse. Et on finit du coup avec la fin du paragraphe où elle explique que tant qu'on est dans cet engrenage où on pense que c'est le monde extérieur qui va nous apporter le bonheur et la réalisation, ben, on n'arrivera jamais à l'atteindre parce qu'on ne va pas du tout dans la bonne direction. Et lorsqu'on se rend compte que c'est en soi qu'on va réussir comment dire, à accomplir ce qu'on recherche, quand c'est en travaillant sur soi qu'on va pouvoir atteindre le bonheur et qu'on va pouvoir se réaliser, c'est là, à ce moment-là, où oui, on a compris quelque chose et où oui, la recherche du bonheur et la recherche de la réalisation de soi prend un sens. Très intéressant. Vraiment très, très intéressant ce paragraphe. Ensuite, on finit par deux points essentiels. On finit par, après, deux points essentiels dans le paragraphe qui va être développé après. Donc, la sérendipité. Donc, la sérendipité, on est passé assez vite, hein, puisque j'ai juste lu l'extrait. C'est le fait, en fait, de vivre une situation et d'arriver à accueillir quelque chose qui arrive à soi, qui n'était absolument pas prévu. Et en fait, la sérendipité, ça va être d'accueillir l'imprévu, en fait, et de l'utiliser réellement, en fait, de l'utiliser promptement. Que je dise pas de bêtises quand même. Oui, non, mais c'est ça. Donc, exemple, un exemple assez basique, en fait, c'est quand vous cherchez un mot, absolument. Vous cherchez une idée, absolument, absolument, absolument. Vous êtes concentré à fond dessus, vous ne la trouvez pas. Vous faites complètement autre chose. Ce mot va arriver. C'est un peu ça la base de la sérendipité, en fait. Voilà. Arriver, bon là, c'est comment dire, c'est pas un réflexe, mais c'est pas forcément utile dans le moment, voilà, dans le moment en fait. Par contre, effectivement, lorsque vous allez avoir une conversation avec quelqu'un, par exemple, vous allez essayer de mener la conversation comme vous pouvez. Il va vous donner un élément qui était complètement déconnecté de ce que vous étiez en train de dire, qui était complètement imprévu, et vous allez rebondir là-dessus pour, je sais pas, finaliser votre vente, par exemple, si vous êtes en vente, ou signer un contrat, hein, ou je sais pas. Et là, ça s'appelle la sérendipité. C'est-à-dire que vous avez rebondi sur un élément que vous n'aviez absolument pas programmé, que vous n'aviez absolument pas pris en compte, et vous rebondissez dessus pour atteindre finalement un objectif, ou en tout cas pour emmener la situation à autre chose. Et donc, du coup, c'est la base de l'improvisation. Quand on parle, enfin, de l'improvisation théâtrale. Exemple, quand on parle de, je ne sais plus si c'est ici ou si c'est sur le groupe réalisation de soi en 5 temps, j'avais parlé du jeu du chapeau, je pense que c'est ici, où justement, le but du jeu, dans l'improvisation, on met des mots, des expressions, des émotions, voilà, sur des petits bouts de papier, on met tout ça dans un chapeau, on remue, on tire un mot, on tire un deuxième mot, on tire un troisième mot, hop, il faut faire une scène avec ça. Et pendant qu'on fait la scène, hop, il y a quelqu'un qui doit tirer un mot, nous le dire, et nous, on doit rebondir sur ce qu'on est en train, on doit rebondir en gardant une cohérence entre ce qu'on est en train de faire et le nouveau mot qui est tiré. Ça, c'est de la sérendipité. Voilà. C'est apprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation, ou en tout cas qui est complètement, qui tombe en fait du ciel, globalement, et arriver à faire quelque chose avec ça, en fait, à évoluer avec ça. Et ça, c'est très intéressant
pour le quotidien. Ça, c'est vraiment super intéressant pour arriver à gérer les situations du quotidien. Mmh. Donc, pour finir sur cet extrait-là, elle finit sur quelque chose qui est assez intéressant. Et je pense que, donc là, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Je pense qu'on va finir là-dessus. Et de toute façon, comme pour les autres livres, ce livre, il est super intéressant. Et je pense que je vous donnerai, on échangera sur d'autres extraits de ce livre, voilà, sur certains dimanches. Parce que c'est... D'ailleurs, en parlant de ça, je vais peut-être faire un sondage pour savoir si vous voulez avoir des sondages avant les lives, pour savoir si, voilà, s'il y a certains sujets en fait qui vous intéressent plus que d'autres, ou si, voilà, il y a certains dimanches où vous voulez être, comment dire, où vous voulez qu'on parle, voilà, de certains livres, certains thèmes. Donc, donc là, je ne sais pas si vous me répondrez en direct, mais est-ce que ça vous plairait en fait d'avoir des sondages dans la semaine en fait pour préparer le live du dimanche sur les thèmes qu'on aborderait, où je vous proposerai en fait plusieurs thèmes ou plusieurs livres sur un sujet donné en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous ne me répondez pas là en direct, je pense que je ferai un sondage juste après sur la page Improvisez votre vie, justement pour ça. Donc du coup, pour finir en fait sur ce paragraphe en fait, elle va relier la sérendipité avec quelque chose d'assez extraordinaire, qui est le comportement des animaux. Et où effectivement, alors, je ne sais pas où en est la recherche scientifique sur les animaux, tout ça, d'accord? Mais en fait, techniquement, et d'ailleurs, elle utilise le terme a priori, hein, puisque du coup, on n'en sait pas plus que ça. Mais a priori, les animaux, ils vivent dans l'instant présent. Parce que, a priori, les animaux n'ont pas de conscience du passé et n'ont pas de conscience de l'avenir. A priori, hein, je ne vais pas m'avancer trop là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'elle défend aussi dans ce paragraphe. Donc, a priori, les animaux, ils sont complètement connectés à l'instant présent. Et du coup, lorsqu'on parle de sérendipité, les animaux, c'est un point qui est quand même ultra intéressant. Parce que si on est connecté à l'instant présent, on a beaucoup plus de chances d'arriver à accueillir ce qui va arriver à nous et d'arriver à les utiliser de façon complètement naturelle, en fait. Et en fait, quand on est plus animaux, enfin plus animal, quand on est plus animal, je ne sais pas si ça se dit comme ça, on est plus dans le moment présent et donc on va mieux accepter les situations qui vont arriver à nous. Et du coup, ça nous vient directement au paragraphe suivant. Qu'est-ce que l'esprit félin? Parce qu'en fait, dans ce paragraphe, et là c'est sûr, j'ai fait un article là-dessus sur le blog Improvisez votre vie. Je partage tout de suite. Enfin, vous le savez maintenant. Hein. Voilà, je partage le lien du site. Et donc, sur le site, je vous ai partagé un lien je vous ai partagé un article, justement, sur l'esprit félin, en fait, et l'improvisation artistique. Et c'était en grande partie inspiré de cet extrait-là. Et donc, du coup, je vais vous lire une partie de ce qui suit. Donc, qu'est-ce que l'esprit félin? Pendant mes premières années de pratique d'improvisation sous forme de matchs ou de spectacles théâtraux, j'ai souvent expérimenté le blocage. Comme un disque rayé, nous butons sur le même écueil et l'échange n'avance plus. Nous faisons du surplace à plusieurs et la surenchère se manifeste très vite. J'entends par surenchère le principe qui consiste à tenter de forcer le passage, à imposer une idée plus forte que les autres, à prendre la main, leadership, dans l'échange, et ce, quel que soit l'intérêt véritable des propositions. Le résultat de l'improvisation s'en ressent. Alors je me suis mise à observer le comportement de ceux qui parvenaient presque toujours à rebondir et à faire repartir l'histoire. Contrairement à la croyance communément expérimentée, non,
Excusez-moi, je bois mon café, je le reprends. Ça, c'est quand on cherche, on pense à autre chose, n'est-ce pas? On sent un autre truc. Mmh. Voilà, fini. Donc, contrairement à la croyance communément exprimée à ce sujet, ce n'est pas seulement la capacité d'imagination d'un joueur qui permet de relancer la dynamique d'un récit, mais une certaine façon de penser et d'agir. Les improvisateurs de haut niveau font dans la souplesse et non dans la directivité. C'est là que l'on peut rapprocher ce type de comportement de ce que j'appelle l'esprit félin. Mais l'émergence de l'esprit félin est-elle à la portée de tous? Oui ou non? Nous ne sommes pas tous identiques, et si certaines personnes ont évidemment plus de dispositions que d'autres grâce à leur profil plus souple, nous avons cependant tous d'incroyables ressources pour apprendre à agir autrement, mieux et de façon plus efficace dans notre propre intérêt comme dans celui d'autrui. Au risque de faire une lapalissade, je rappelle que lorsque dans une situation l'échange coince, cela signifie avant tout qu'il y a une crispation. Il peut s'agir de crispation mentale ou physique, l'une générant l'autre. Cesser de s'agiter est une attitude nécessaire à la récupération de nos moyens. La crispation est une coagulation dans la circulation de l'énergie. Commençons donc par être conscients de cette crispation au moment où elle se manifeste. Je vous le concède, c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. L'émotion peut à la fois bloquer ou déclencher une motion, un mouvement, une action. Tout dépend de l'équilibre que nous trouvons entre pensée et action. Mais il n'est pas inutile de savoir que, dans toute lutte entre la raison et l'imaginaire, c'est presque toujours l'imaginaire qui l'emporte. Voilà, cette citation, elle est super. Je ne sais même pas si c'est vraiment nécessaire d'échanger là-dessus, parce que je trouve que c'est ultra clair, en fait. Je trouve que c'est ultra clair. En fait, on est dans un monde, dans un environnement où on nous met en fait ce besoin de rationaliser, ce besoin de raisonner sur tout, où on le porte un peu comme si c'était la seule et unique vérité en fait pour gagner, pour accomplir nos objectifs, pour accomplir notre destinée, pour accomplir tout ça. Et du coup, excusez-moi. Et du coup, lorsqu'on est, comment dire, lorsqu'on comprend en fait que la raison, la rationalisation de tout en fait, n'est pas une fin en soi, et lorsqu'on comprend que le gros avantage quand même de l'humain par rapport aux animaux pour le coup, c'est l'imaginaire, c'est la créativité, et qu'on se rend compte de la force de l'imaginaire par rapport à la raison, par rapport à la rationalisation de tout, ben, quand on comprend en fait que notre point de vue est complètement biaisé, dû à notre éducation, dû à notre environnement, ça débloque énormément de choses en fait dans notre quotidien. Parce que en fait, quand on change le prisme de notre regard et qu'on arrête de se concentrer sur la rationalisation, sur la raison, et qu'on se concentre plus sur l'imaginaire au sens large et sur nos capacités de création et de créativité, on tourne complètement notre quotidien en fait. On change complètement notre façon de penser, notre façon de faire, notre façon d'interagir avec les autres. Concrètement, cela signifie que la raison est un processus de pensée qui tente de s'affranchir de tout état émotionnel. Alors ça va un peu rappeler ce dont on parlait dimanche dernier sur le moment en fait sur le pouvoir, merci, sur le pouvoir du moment présent. Dont je vous ai donc parlé dimanche dernier. Donc, alors je vais reprendre la phrase et je vais finir ce paragraphe-là.
On va finir ce paragraphe et après on en rediscute ensemble. Alors, concrètement, cela signifie que la raison est un processus de pensée qui tente de s'affranchir de tout état émotionnel. Dans la période anxiogène que nous traversons mondialement, il n'est pas rare d'entendre des responsables politiques dire qu'il faut garder, non, qu'il faut raison garder et ne pas céder à la panique. Phrase très intéressante quand on l'analyse un tantinet. D'un côté, la raison froide et maîtrisée, de l'autre, l'émotion à l'état pur, telle une menace. On aimerait bien que l'esprit humain soit ainsi clivable à la demande, mais en réalité, c'est impossible. Tout simplement parce que l'animal humain n'est pas réductible à un ensemble de processus séparés, sécables et distincts. Tout en nous est interdépendant, et si l'on peut apprendre à mieux raisonner pour mieux agir, cela se fera de toute manière avec les émotions. Il nous faut non pas chercher à maîtriser nos émotions, mais à les reconnaître pour les accepter. Ensuite seulement, nous pourrons apprendre d'autres façons d'agir. Réveiller le matou, le guépard ou la lionne en soi n'est pas juste une publicité pour un produit de propulsion. C'est remettre en mouvement nos réserves d'énergie de vie. Les économistes le savent bien, les émotions sont le carburant de l'économie. Ce n'est pas par hasard si, lors de turbulences financières, les responsables politiques appellent les peuples à retrouver confiance. Une personne en confiance n'hésite pas à confier le fruit de son travail à une banque de dépôt. Mais si le doute et l'inquiétude surgissent, la même personne se repliera d'instinct sur ce qu'elle possède. Elle se mettra à l'abri et cherchera une stratégie plus sécurisée. C'est une attitude humaine légitime. Contrairement à ce que nous sérinent les adeptes de la prise de risque, la nature humaine est avant tout précautionneuse. Elle ne prend pas de risque pour le plaisir du risque. Notre imagination ne sert pas exclusivement à créer ni à rêver. Elle sert aussi à réactiver notre mémoire profonde, où sont stockés tous nos précieux réflexes de survie et déclenche notre flair, notre intuition, lorsque nous nous sentons en danger. L'énergie et le flair sont omniprésents au cours d'une improvisation. On peut se déplacer et se positionner physiquement en quelques instants dans l'espace de jeu, le territoire. Il n'est pas rare qu'après l'irruption d'un nouveau joueur plus directif ou plus puissant en cours de jeu, les autres ouvrent le jeu au nouveau venu et lui passent instinctivement la main. Nous esquivons ainsi de potentielles confrontations, génératrices de blocages, au profit de la construction de l'histoire collective. L'esprit félin induit un comportement souple qui s'adapte en fonction des forces en présence. Le jeune débutant, plein d'énergie, tentera toujours de se friter au dominant. Il apprend ainsi les codes qui lui permettront par la suite d'être leader à des moments et suiveur à d'autres. Cet apprentissage est à la portée de tous, et ce, quelle que soit la prédisposition du caractère de la personne. La pratique de l'improvisation permet ainsi de travailler à la fois à partir de son énergie personnelle et de son potentiel imaginatif. Mais la vie étant un chemin de progrès sur lequel nous sommes libres d'avancer, il ne tient donc qu'à nous de nous lancer et d'agir pour apprendre. Et du coup, je vais vous laisser sur ce paragraphe qui parle de lui-même, où l'humanité, on va dire, est réduite à un état animal, un état de félin, un état de chat. En réalité, là, ce que nous dit Séverine Denis, tout simplement, c'est que l'imaginaire, c'est ce qu'il y a au fond de nous et c'est ce qui nous permet, en fait, lorsqu'on est déconnecté de nos repères, lorsqu'on est dans une situation de risque, c'est l'imagination qui nous permet de surmonter tout ça. C'est l'imagination qui va nous, je sais pas, qui va nous faire survivre dans une situation qu'on n'a jamais vécue et qu'on n'a pas été préparé à vivre en fait. Et en nourrissant cette imagination, cette créativité, lorsqu'on est mis en danger, et quand je dis mis en danger, c'est pas forcément mis en danger physiquement, ça peut être mis en danger émotionnellement dans une situation qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Lorsqu'on est dans cette situation de danger, cette situation inconfortable, finalement, on a deux réactions
face à cette situation. Soit on va être complètement bloqué par notre connaissance, par nos habitudes. Et donc, on va être tellement bloqué là-dedans, dans cette sphère en fait, que dès qu'on va être mis en situation de danger, on va se renfermer sur nous, et se mettre en boule et ne pas pouvoir passer à autre chose, pas pouvoir surmonter la situation. Soit à l'inverse, on a déjà développé cette créativité, cette façon d'agir avec les situations qui s'offrent à nous, et on va trouver une solution pour sortir de là. Voilà. C'est la différence dans un film d'horreur entre la personne qui se suicide pour pas être bouffée par les zombies et la personne qui va décider de fabriquer une arme avec des morceaux de bois pour tuer les zombies. Voilà, bon, bien sûr, hein, ça c'est c'est le petit moment comique, n'est-ce pas? Mais l'idée générale est là. Et je trouve que c'est très intéressant. Et cet esprit félin, donc, qui va nous permettre en fait de réagir avec souplesse, d'observer. Vous savez que quand on parle d'animalité et d'imagination, l'animal est connecté à l'instant présent et l'animal va utiliser beaucoup plus ses sens que l'humain. Il va utiliser le flair, il va utiliser l'ouïe, il va utiliser pour la vue, il va utiliser avec ses pattes les structures, oui et non, les textures. Il va toujours chercher à se simplifier la vie. Il va toujours trouver la situation la plus simple pour lui. Il ne va jamais essayer de se compliquer la vie. Il ne va jamais se mettre en danger, ou alors pas de son propre chef. Et il va toujours réagir en direct aux situations qui s'offrent à lui. Et c'est exactement ça que Séverine Denis, en fait, nous invite à faire dans ce bouquin, c'est-à-dire observer l'animal, entre guillemets, et réagir comme lui. Utiliser nos yeux, utiliser nos oreilles, utiliser notre corps, en fait. Utiliser le non-verbal. Lorsqu'on a une personne qui vient à nous, avant même qu'elle parle, avant même qu'elle ouvre la bouche, on sait, quand on est un minimum observateur, on sait dans quel état d'énergie elle est. On sait si elle va être agressive, si elle va être accueillante, si elle va être heureuse, si elle va être souriante ou au contraire triste. On le sait tout ça. C'est juste que bien souvent, on n'y prête pas attention parce qu'il faut toujours aller vite. Et du coup, on perd les repères en fait visuels et les repères physiques qu'on pourrait avoir pour créer un échange avec cette personne. Lorsqu'on va voir cette personne arriver et qu'on va se connecter à elle, dans le sens où on va voir dans quel état émotionnel elle est et s'adapter à ce comportement, soit par opposition, souvent c'est ce qui marche le mieux, soit en suivant directement son état émotionnel et en s'adaptant de toute façon parallèlement à son état émotionnel, c'est là que se crée un échange. Et c'est là qu'on va éviter aussi une confrontation frontale et qu'on va tourner la situation à notre avantage, ou non, hein, si on n'arrive pas à gérer la situation, c'est toujours pareil, mais où on va arriver à adoucir les angles. Et je trouve que cet extrait est très intéressant pour ça, pour cette idée de développer en fait le félin qui est en nous, l'animal qui est en nous, pour s'en sortir lorsqu'on va vivre des situations qui vont nous mettre en danger. Et je vais essayer de me procurer un livre. Alors, je ne sais pas si je l'aurai pour dimanche prochain, mais en tout cas, il y a un livre qui s'appelle Zone de confort, tout simplement. J'ai vu une conférence de ce gars qui est dingue, voilà, il est terrible, il est trop bien. Et du coup, je vais me le faire parvenir. De toute façon, je ne vais pas essayer, je vais me le faire parvenir. Et je vous lirai des extraits là-dessus. Parce que, effectivement, pour éviter de se mettre en danger, on peut rester bien au chaud dans sa zone de confort. Le problème de ça, c'est que
déjà la vie, comment dire, il n'y a pas grand-chose qui ressort de là hein, quand on reste dans nos habitudes et dans notre quotidien tout serré, tout au chaud. Mais c'est surtout que si on n'a jamais essayé de sortir de sa zone de confort, lorsqu'un élément autour de nous va nous obliger à en sortir, on va être complètement paniqué, complètement déboussolé et on ne saura pas réagir à ça. Ces deux livres, ils sont pas du tout à l'opposé l'un de l'autre. En réalité, ils sont extrêmement complémentaires. Parce que je pense qu'il faut arriver, comme dit Séverine Denis, effectivement, c'est pas humain de sortir de sa zone de confort, de se mettre en danger. Nous, intuitivement, on va rester dans notre zone de confort. On ne va surtout pas vouloir se mettre en danger. Par contre, quand on arrive à maîtriser les situations, quand on arrive à maîtriser notre corps, notre esprit et qu'on arrive à s'adapter aux situations tout en souplesse et tout en travaillant sur soi d'une certaine manière, on va plus facilement pouvoir sortir de notre zone de confort et du coup, on va plus facilement pouvoir mettre des choses en place. Parce que bien souvent, on se crée des zones de confort, des fois, qui ne sont pas du tout, comment dire, pas du tout adaptées pour nous, et on se crée un environnement qui peut être extrêmement sombre, extrêmement déprimant, et dont on ne va pas vouloir sortir parce que c'est notre zone de confort, parce qu'on a l'habitude de ça. Et lorsqu'on se rend compte de ça, et qu'on apprend à s'adapter à l'inconnu, on peut sortir de notre zone de confort et aller se créer notre propre zone de confort ou aller dans une zone qui va mieux nous correspondre, quitte à changer régulièrement de zone de confort et de zone où on va se sentir bien et où on va être plus serein pour évoluer. Voilà, donc c'était Séverine Denis, les 7 réflexes de ceux qui s'en sortent toujours, improvisés. Et je trouve que c'est un très bon livre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai mis le lien en description. C'était un peu des paragraphes de présentation du travail de Séverine Denis et de l'état d'esprit dans lequel elle a écrit le livre. Ce livre, on en reparlera parce que les exercices purs et durs d'improvisation sont plus loin dans le livre. Mais avant d'arriver à ça, je pensais que c'était quand même important de parler déjà, dans un premier temps, des bases en fait, des bases de ce livre et de savoir pourquoi, comment on peut développer un état d'esprit, pas victorieux, mais un état d'esprit plus créatif, plus imaginatif pour développer son quotidien. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Merci à tous ceux qui regarderont le live en différé. Et donc, je vais commencer du coup par faire des sondages plus régulièrement. Donc, je ferai un sondage juste après le live, dans quelques minutes, pour savoir si vous voulez ou pas vous investir en fait dans les sujets qui seront abordés les dimanches matins. Et puis savoir aussi quels sont les thèmes qui vous branchent le plus, les livres que vous aimeriez lire, ce genre de choses. Et moi, je m'adapterai du coup par rapport à ça. Et si vous souhaitez effectivement participer, je vous proposerai 2-3 thèmes par semaine et vous choisirez le thème qui vous plaît le plus et dont on parlera tous les dimanches. Enfin, on parlera d'un dimanche sur l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair. Dimanche matin, tout ça. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet improviservotrevie.com qui va être restructuré. Mais bon, les articles seront les mêmes. Donc voilà, de nouveaux articles viendront bientôt. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le lien de la page Improviser votre vie aux personnes autour de vous qui pourraient en avoir besoin. Et pour ceux qui veulent me rejoindre sur réalisation de soi en 5 temps, là pour le coup, on parle moins d'improvisation, mais plus de développement personnel dans le sens large. Vous avez le lien du groupe. Il y a un live aussi par semaine et je m'oblige, mais mon objectif,
dans le dans le mois qui va venir et de dynamiser le groupe. Donc, il va y avoir beaucoup plus de partage et d'interaction, en tout cas, je l'espère, dans ce groupe. Je vais tout faire pour. Merci beaucoup à tous. J'ai encore parlé beaucoup trop. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche et à dimanche prochain. Bye bye.